Professeur Patrick Légeron, bonjour. Vous êtes, vous, psychiatre à Sainte-Anne, spécialiste notamment du burn-out. Le burn-out, aujourd'hui, il y a un problème de définition déjà du burn-out. C'est quoi le burn-out pour vous? Le burn-out, c'est un état de pathologie psychiatrique mentale sévère qui apparaît à la suite d'expositions répétées, chroniques, de facteurs de stress extrêmement importants. Et donc, il s'observe surtout dans le milieu du travail. Et c'est pour ça que souvent on parle de burn-out professionnel, mais il a aussi été décrit dans d'autres contextes. Par exemple, le burn-out de la femme au foyer, le burn-out maternel. Donc en fait, c'est un phénomène pas circonscrit au monde du travail. C'est pas un phénomène si récent que ça, parce que je ne vais pas remonter à l'Ancien Testament où on voit la description de la grande fatigue du prophète Élie qui s'effondre, et quand on lit ces passages de l'Ancien Testament, les descriptions cliniques fait évoquer tout de suite un burn-out. Mais c'est une pathologie dont on parle depuis peu de temps parce qu'elle correspond à ce qu'on observe de plus en plus, c'est-à-dire l'impact tout à fait négatif des organisations de travail, de la manière dont le travail est aujourd'hui réalisé dans nos sociétés post-industrielles. Alors, qui est responsable justement aujourd'hui alors? Le burn-out est un phénomène dont les causes commencent à être un peu mieux comprises. Il y a essentiellement des causes de l'environnement du travail. Et ce n'est pas simplement la charge de travail. Beaucoup de gens pensent que c'est simplement trop de travail qui vous épuise. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Par exemple, les activités qui vous exposent à beaucoup d'émotions fortes. Je pense évidemment aux soignants. Quand on soigne des gens en fin de vie ou quand on est dans le secteur social et qu'on voit la misère des gens, émotionnellement, on ressent énormément de choses. Donc ces exigences émotionnelles sont extrêmement dures. Les gens qui travaillent dans ces milieux où il y a des émotions que vous recevez presque en pleine figure sont plus sujets. Il y a aussi le fait que les activités que vous faites n'ont pas beaucoup de sens. On s'aperçoit que si vous travaillez beaucoup, mais que si pour vous ça a du sens, vous vous réalisez, vous avez l'impression d'être utile, d'être fier, eh bien ce sens vous protège. En revanche, il y a de plus en plus des métiers répétitifs où il n'y a pas de sens. Et voilà. Et puis aussi un des facteurs importants, c'est les relations aux autres. L'environnement du travail peut être source de beaucoup de choses agréables dans les relations aux autres, les relations avec ses collègues, avec son management, avec les clients, les usagers, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a des relations des fois extrêmement dures. Je ne parle même pas du harcèlement moral, qui est évidemment la forme la plus perverse et la plus dure de la relation à l'autre, mais même des incivilités, de fait de ne pas recevoir de reconnaissance, de remerciements, d'être ignoré, etc., etc. Et puis il y a également tous les changements, le fait qu'il y a de l'incertitude dans le travail. Donc vous voyez, il y a toute une série de facteurs qui sont liés à des environnements de travail de plus en plus contraignants sur le psychisme humain. Mais il y a un autre facteur, peut-être pas aussi important, mais qui est le facteur de l'individu lui-même. On a observé dans les études que le burn-out ne survient pas chez n'importe qui. Ce sont des gens qui ont surinvesti le travail. Ce sont des gens qui sont des fois trop perfectionnistes, même accros à leur travail. On parle de workaholisme, comme on parle de l'alcoolisme, il y a la dépendance au travail. Et ça, c'est quelque chose qui expose. Et ce qui est intéressant dans les études européennes, on voit que les Français au travail sont peut-être ceux qui accordent le plus d'importance au travail. Si à une question toute simple qui est posée aux salariés européens, quelle place accordez-vous au travail dans votre vie? La grande majorité des Européens, les Danois, les Hollandais, les Allemands, répondent d'une place importante. Mais en France, nous sommes le pays qui score le plus fréquemment extrêmement important. Donc, surinvestir le travail, il ne faut pas le désinvestir bien sûr, est un facteur de risque. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Et donc, cette connaissance des causes du burn-out doit nous guider de plus en plus à mettre en place de véritables stratégies de prévention. Malheureusement, on n'en est pas là. Un pays comme la France est très en retard, là encore, dans les classifications internationales, à prévenir le burn-out. Et lorsqu'on est amené à assister, j'allais dire, à la phase finale, c'est-à-dire l'état de burn-out complet, l'état d'hyperstress, des patients évidemment que je vois dans ma consultation à l'hôpital Sainte-Anne, eh bien, nous avons affaire à des cas lourds, extrêmement durs à prendre en charge. Donc on répète sans cesse que la prise en charge du burn-out, c'est la prévention. Alors, quand vous avez affaire à ces cas-là, est-ce que dans votre tête vous dites il y a une chance quand même que la personne s'en sorte un jour ou l'autre ou pas? Oui, bien sûr, le burn-out n'est pas, j'allais dire, sans issue. Les prises en charge de burn-out constituées, sévères, il faut faire extrêmement attention parce qu'aujourd'hui, le mot burn-out est tellement utilisé dans le langage commun que dès qu'on a une petite fatigue, un petit épuisement, on se dit en burn-out. Mais le vrai burn-out pour les psychiatres est quelque chose qui nécessite des traitements lourds. Mais
des traitements qui sont relativement efficaces. Il y a 3 composantes à cette prise en charge thérapeutique. Il y a d'abord évidemment un arrêt de travail complet. Il faut couper la relation de l'individu avec son travail. Le problème, c'est que cet arrêt de travail est souvent très long, c'est des mois, voire des années, et que la reprise, le retour au travail est souvent très très difficile. Beaucoup de gens qui ont eu un burn-out sévère se réorientent professionnellement et ne reviennent pas dans le même secteur d'activité. Donc c'est la première chose, la coupure du monde du travail. La deuxième chose, ce sont des médicaments, largement des antidépresseurs, parce que dans l'optique de beaucoup de psychiatres, il y a encore de la controverse. On ne connaît pas parfaitement ce que c'est que le burn-out, mais une grande majorité de psychiatres, dont je fais partie, pensent que c'est une forme quand même de dépression. Et les antidépresseurs sont relativement efficaces à sortir la personne de cet état d'épuisement, de perte de l'estime de soi, d'altération de ses émotions, etc. Et puis le troisième élément, c'est une psychothérapie. Une psychothérapie de reconstruction de l'individu. Vous savez, le terme de burn-out, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire une brûlure qui vient de l'intérieur et qui s'extériorise. Et l'intérieur a complètement cramé. Vous savez, certains psychiatres nord-américains ont comparé une personne en burn-out à ces immeubles dont la façade est encore complètement intègre extérieurement, mais dont l'intérieur a été complètement détruit. Pour le rénover, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc il faut reconstruire cet intérieur, et les psychothérapies sont extrêmement efficaces, et surtout les psychothérapies axées sur les émotions, et en particulier les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont une très bonne indication d'approche psychothérapeutique. Voilà un petit peu le traitement, mais c'est surtout la prévention qui est évidemment l'axe majeur sur lequel il faudrait se focaliser. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure en filigrane, il y a quand même un effet de mode aujourd'hui du burn-out. On en entend parler partout. Les gens en profitent également, j'imagine, dans le milieu en disant à moindre incartade, voilà, je suis malade, ça va pas, j'ai une pression d'enfer, donc je vais me faire arrêter pendant des mois sous prétexte que voilà, j'ai un burn-out. Comment évaluer véritablement le degré finalement d'inquiétude qu'on doit avoir par rapport à cette maladie-là? Effet de mode, je ne sais pas, mais c'est vrai que les concepts qui sont médiatisés, qui sont repris par le grand public, ont beaucoup évolué en une trentaine d'années. Ça fait environ 30 ans que les spécialistes ont remarqué l'importance de l'environnement de travail sur le psychisme humain. Et donc, ils ont également codifier, conceptualiser ces effets du travail sur le mental. Et on est passé par beaucoup de concepts qui ont eu beaucoup de succès médiatique, le concept du stress au travail. Ensuite, on a beaucoup parlé du harcèlement moral. On a évidemment beaucoup parlé des suicides au travail. Maintenant, on parle du burn-out. C'est un petit peu gênant parce qu'en fait, on parle de la même chose, c'est-à-dire on parle de la santé mentale et du travail. Et le burn-out est peut-être le dernier terme qui a un certain succès. Je crois que ça a un certain succès parce que c'est une forme de dépression, bien sûr, mais pour quelqu'un se dire déprimé, c'est assez dévalorisant, c'est assez stigmatisant. Ça voudrait presque dire, regardez, je suis déprimé, je suis quelqu'un de faible, je ne sais pas résister. Alors que quand on se dit en burn-out, c'est presque en héros de guerre. Regardez, je reviens du combat et j'ai été blessé. Donc il y a un aspect extrêmement, j'allais dire, valorisant du terme de burn-out. Et donc je crains fort que de plus en plus de patients, finalement, déprimés au sens classique du terme, disent « je suis en burn-out ». Est-ce que le thermalisme, alors là on va aborder ce sujet-là maintenant en quelques minutes, est-ce que le thermalisme peut être véritablement d'un bon recours en cas de burn-out aujourd'hui? Quand on veut prévenir le burn-out, en prévention primaire, c'est-à-dire avant que tout problème apparaissent, ou en prévention ce qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire quand le problème du stress commence à surgir dans l'individu, quand l'individu est à un niveau de stress élevé mais pas encore en burn-out, c'est vrai que l'individu a beaucoup de ressources pour gérer cette situation et éviter que le stress empire et devienne ce que nous appelons l'hyperstress, qui la porte entrée dans le burn-out. Et il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui proposées avec beaucoup d'études de validation. Le thermalisme fait partie de ces approches qui sont bien reconnues pour aider les individus à diminuer le stress de la vie de tous les jours, vie professionnelle ou vie extra-professionnelle, et donc à les prévenir de l'apparition du burn-out. D'autant plus quand le thermalisme s'accompagne d'autres approches, comme celles qu'on appelle de stress management, de gestion du stress, ou de techniques, là encore, extrêmement validées, comme les techniques de pratique de relaxation, voire de méditation pleine conscience, ou de travail, j'allais
j'allais dire, sur des attitudes de psychologie positive, c'est-à-dire qui permettent à l'individu, au niveau, j'allais dire, cognitif, de ne pas recevoir en pleine figure tous les stresseurs qui l'affrontent et de savoir prendre un peu de distance par rapport aux stresseurs. Vous savez, il y a une phrase extrêmement intéressante qui a été formulée par les stoïciens. Rendez compte, il y a 2000 ans, il y a 20 siècles, qui est une phrase que nous aimons à rappeler, qui est Épictète, grand stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ. Et Épictète, ce qui n'en dépend pas. il disait ça entre autres, comme Marc Aurèle un peu plus tard, mais il disait aussi autre chose qui nous concerne, ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais l'idée qu'ils se font des événements. Donc on pourrait dire, ce n'est pas tous les stresseurs que vous rencontrez qui vous stressent, c'est parce que ces stresseurs, vous avez une façon de les regarder, de catastropher, de ne pas voir ce qui va bien au lieu de voir que ce qui va mal. Donc cette gymnastique, j'allais dire, de la pensée, est une compétence extrêmement importante. Et là, c'est quelque chose qu'en psychothérapie cognitive, on apprend aux gens. Et les gens qui s'engagent dans cette approche un petit peu, non pas stoïcienne, je pense que c'est difficile d'être un philosophe stoïcien dans notre environnement actuel, mais en tout cas qui savent prendre du recul et qui savent, j'allais dire, développer ce qu'on peut appeler des attitudes mentales efficaces, pas positives au sens monde des bisounours, tout est beau, tout le monde va bien, etc. Mais ces gens-là sont extrêmement compétents. Et quand vous avez des approches comme la relaxation, la méditation, le thermalisme, qui complètent encore cette approche, eh bien, nous développons ce qu'on peut appeler de véritables compétences aux gens à gérer le stress de manière préventive, à réduire le stress quand ils sont victimes du stress et donc d'une certaine façon à prévenir et à éviter l'apparition de phénomènes de burn-out. Alors on pourrait discuter pendant des heures, tellement vous êtes passionnant, professeur. Je ne vais pas abuser de votre temps. Peut-être un dernier mot sur Saujon, là où nous sommes aujourd'hui. C'est un lieu magique, on le voit, avec un climat très, très porteur. Comment vous expliquez-vous le succès de ces cures thermales de Saujon et comment vous percevez-vous Saujon ? D'abord, ce que je perçois à Saujon, c'est que le positionnement sur cette problématique du stress est extrêmement ancienne. Et trop souvent, je regrette que se multiplient à l'infini à la fois des pratiques, des lieux tout nouveaux, par effet de mode, alors que le sérieux vient évidemment de l'ancienneté, de l'expérience et de la connaissance. Ça, c'est la première chose. Évidemment, le cadre de cette région est magnifique. Aujourd'hui, nous avons un temps formidable, alors que dans le nord de la France, il pleut et il fait froid. Et également parce que dans ce thermalisme intelligent, on a su comprendre que sur des problèmes aussi compliqués que celui du stress et par conséquence du burn-out, eh bien, il n'y avait pas une recette unique. Il fallait associer différents ingrédients et c'est la synergie de toutes ces approches. Et donc d'avoir fait un lieu où le thermalisme, évidemment, à la place centrale, mais auquel on adjoint d'autres approches qui ont une validité scientifique, fait que c'est un lieu assez unique dans la prise en charge des problèmes de stress.